Bonjour, je suis Nadia, accompagnatrice parentale, et je vous accueille dans mon univers de parentalité sans jugement et plein de bienveillance. Grâce à mes différentes formations, je vous donne également des clés de compréhension et des outils pour vous connecter à vos tout petits. Bienvenue dans ce podcast, bienvenue dans Grands défis et tout petits. Bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode de la saison 2. J'espère que la rentrée de vos enfants s'est bien passée hier et que vos tout petits y vont avec entrain. J'ai choisi de commencer cette saison avec ce sujet très important qu'est le burn-out maternel. La rentrée étant source de stress, de charge mentale, de trop-plein, l'effondrement peut arriver assez vite avec des causes diverses et variées. Donc avec Sarah du podcast Le Café des Burnies, on voulait mettre l'accent sur cette période si particulière. On vous présente ici le témoignage de Mylène et Elodie, deux mamans ayant connu cet effondrement. Mais après une remise à plat de leur vie familiale, elles se sont reconstruites et vivent aujourd'hui avec un équilibre maternel qui leur va. Mylène, Elodie, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation avec Sarah. Alors, on est dans un épisode un peu spécial, en tout cas pour celles qui suivent Grands défis et tout petits. On est 4 sur cet épisode, 2 invités et 2 podcasteuses. Donc, moi, Nadia, vous me connaissez déjà. Je vais laisser Sarah se présenter et présenter aussi son podcast. Alors, moi, je m'appelle Sarah, je suis infirmière, je suis maman et j'aide les nanas à sortir du burn-out à travers un accompagnement pluridisciplinaire, donc qui prend en compte le développement personnel, la naturopathie, la psychologie positive, mais aussi le tricot, parce que je trouve que c'est une activité créative qui est vraiment thérapeutique. C'est quelque chose qui est déjà utilisé à l'étranger dans tout ce qui est psychiatrie et autres. On attend que ça arrive en France. Mais donc, c'est quelque chose qui booste l'estime de soi, qui donne assez confiance en soi et qui aide à la méditation. Et généralement, c'est sur ça qu'on joue avec les personnes qui sont en burn-out. J'ai un podcast à côté qui s'appelle Le Café des Burnies, qui est un podcast justement pour pas dédramatiser, mais en tout cas détabouiser le terme burn-out, en parler avec le non-filtre, vraiment le plus honnêtement possible. Donc, j'interviens en solo, mais aussi je fais intervenir des personnes qui ont vécu toute forme de burn-out. Et le but, c'est de dire, voilà, elle est passée par tout ça et elle s'en est sortie. Regarde ce qu'elle a fait pour se reconstruire. Comme ça donne des pistes pour celles qui m'écoutent. Voilà. Je laisse Mylène se présenter. Oui. Alors, moi, je suis Mylène, donc je suis instit de formation et qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est quelque chose que j'aime pas faire. T'as combien d'enfants? Alors, j'ai 2 enfants. J'ai Samuel qui a 4 ans, qui est en moyenne section, et j'ai Alex qui a 10 mois. Voilà, et on est à la maison avec mon conjoint. Et à côté de ça, donc j'ai mon boulot d'instit et j'ai aussi mon boulot de designer tricot, dont le lien avec Sarah. Tout à fait. Et voilà. Elodie, je te propose d'enchaîner. Eh bien oui, avec grand plaisir. Donc merci beaucoup les filles de m'accueillir sur vos podcasts. Oula, ça y est, je bafouille. Moi je m'appelle Elodie Mallet, je suis coach et consultante parentale et je suis également la créatrice de Mamangère qui est un blog et en fait mon métier, mon nouveau métier, c'est d'accompagner au quotidien les mamans vers une vie plus sereine, plus équilibrée, les aider à se réconcilier avec elles-mêmes et cultiver l'harmonie au sein de leur famille. J'utilise pour ça des méthodes bienveillantes, du bien-être mental, du développement personnel en particulier. Et tout ça est arrivé parce que j'ai fait un burn-out. Je suis la maman de 3 enfants. J'ai donc ma grande fille Chloé qui a 16 ans. Et ensuite, j'ai changé de papa entre-temps et j'ai 2 petits, donc Lucas qui a 3 ans et demi presque
et Elio qui va avoir 8 mois dans quelques jours. Super. Et avant de faire tout ça, tu travaillais dans quoi? Enfin, avant d'être coach, je veux dire, en parentalité, etc. Alors, avant d'être coach et consultante parentale, j'ai eu plusieurs vies professionnelles. J'ai commencé ma carrière en entreprise en tant que consultante en gestion d'entreprise. Et puis, j'ai changé complètement de métier pour me tourner vers la petite enfance. J'ai travaillé dans des structures ou en tant qu'assistante maternelle également pendant plus de 10 ans auprès des tout-petits, en fait. Bah, super, merci. Je vous propose de commencer en me disant chacune votre tour. À quel moment vous avez subi ce burn-out parental? Alors peut-être que Mylène peut commencer, puis ensuite Élodie enchaînera. Oui. Comment ça a commencé? Alors, donc j'ai eu mon petit en août 2020. Donc j'ai fait mon congé maternité jusqu'en novembre. J'ai même prolongé un peu. J'ai réussi à aller jusqu'en décembre. Et donc j'ai repris en décembre. Et donc décembre, j'ai eu l'impression que ça allait. Donc j'ai renchaîné. J'avais pris un temps partiel quand même avec une journée de moins pour pouvoir moins courir avec les enfants. Sauf que voilà, justement, ils m'ont mis sur un remplacement à 40 minutes, 45 minutes de la maison, donc beaucoup de route les 3 autres jours. Donc décembre, j'ai repris pour 3 semaines, donc ça a été. Et janvier, j'ai tenu 4 semaines et au bout de la 4e semaine, j'ai pété un plomb le dernier vendredi de janvier. Et ça a été le début d'une période très compliquée. Le problème que j'ai eu, c'est que j'ai eu des classes, donc comme tout enseignant, on a des classes assez chargées par moment et des élèves qui sont pas toujours évidents à gérer. Et donc, devoir gérer une classe pendant 6-7 heures toute la journée et rentrer, faire de la route, les courses et machin, et renchaîner avec ses enfants. En fait, j'avais plus de patience pour mes enfants le soir. Et du coup, ça a commencé à être pesant pour moi. Et ensuite. Déjà, être prof, c'est un travail assez physique et mental. C'est pas le métier où tu es derrière un ordinateur. C'est une autre fatigue, on est bien d'accord. Mais gérer des enfants, c'est déjà assez lourd. En réalité, même si tu n'as pas d'enfants, il y a beaucoup de profs qui font des burn-out, que ce soit par rapport à l'institution en elle-même, ou tout simplement au boulot. C'est-à-dire, comme tu dis, gérer une classe de je ne sais combien d'élèves qui sont là à crier, toi, toute ta journée. Tu leur dis, fais pas ci, fais pas ça. Enfin, bref, nous, on le fait avec nos gamins et on sait très bien que c'est costaud. Donc, faire ça tous les jours avec plusieurs personnes, c'est déjà bravo, j'ai envie de dire. Vraiment, c'est un travail qui devrait être revalorisé. Et si tu as en plus de la route, si tu te tapes en plus des bouchons et en arrivant à la maison, tu as 2 enfants en bas âge, vraiment, c'est ce qu'on appelle le fameux surmenage. Tu as beaucoup trop de tâches par rapport à tes ressources. Mais genre à tes ressources en tant qu'être humain normal. Oui, c'était ça. T'as pas réussi à faire face. C'est juste qu'il y avait trop de choses à faire. C'était beaucoup pour ta tête et ton corps, quoi. C'était ça. Et il faut savoir que le jour où j'ai repris de mon congé maternité, le lendemain, j'ai été inspectée. Donc, forcément, ça met aussi un peu le coup de main dessus. J'avais pas travaillé depuis. J'avais pas la pression parce que j'avais rien à faire. Enfin, les élèves, je les avais eus depuis 3 heures. Donc, j'y suis allée comme je serais allée dans n'importe quelle classe. Mais on se dit que c'est pas très cool, quoi. C'est pas très. On nous dit il faut être humain, il faut penser aux élèves, mais nous dans tout ça en fait, il est où l'humain? Donc, ça n'aide pas dès le démarrage. Ouais, il faut penser aux élèves, mais aussi à leur instinct, quoi. Si leur instinct est bien dans sa tête et dans ses bottes, forcément la classe sera bien aussi derrière. T'avais mis combien de temps avant le pétage de plomb? J'ai repris 3 semaines en décembre et ça doit être 4 semaines en janvier. Et j'ai pété un plomb un matin, mais pour rien. En plus, c'était juste la goutte d'eau. Ouais.
Tu étais toute seule à ce moment-là ou genre il y a quelqu'un qui t'a dit ah ouais, là c'est. En fait, j'étais à la maison. Mon conjoint était parti avec le petit de 10 mois pour l'emmener chez la nourrice. Et moi, j'avais mon grand qui était en train de s'habiller. Je me suis rappelé que j'avais oublié d'imprimer un truc pour la classe. Donc, j'avais absolument besoin. Donc, j'allume vite l'ordinateur, l'imprimante. J'installe le grand dans la voiture. Et en fait, là, l'ordinateur ne veut pas m'imprimer mes trucs. Donc, une fois, deux fois, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, donc le pauvre était toujours dans la voiture. Et moi, j'ai pété un plomb. En fait, je me suis mise à pleurer. Donc, j'ai pas réussi à imprimer. J'ai tout éteint. Je suis partie. Je l'ai déposé à l'école en pleurant. Et j'ai voulu appeler mon inspection pour les prévenir que j'étais en retard. Et en fait, je suis restée 5 minutes au téléphone à pleurer pour finalement lui dire je crois que je vais pas pouvoir venir. Bah ouais, craquage émotionnel, laisse-moi tranquille. Et j'ai pleuré toute la matinée. Je suis rentrée, je me suis couchée. J'ai été voir le médecin qu'à midi. Enfin, j'ai eu rendez-vous à midi, mais j'avais le corps et tout est parti. Hein. Tout est parti en même temps. J'ai tout lâché en même temps. La fatigue, les larmes. Ça a craqué, c'est tout. C'était, comme tu dis, la goutte qui a fait déborder le vase. En fait, C'était là depuis un moment. Ça se trouve, c'était là même avant la reprise. Hein. Ouais, c'est ce que je me dis. En tout cas, ce jour-là... C'est possible. Enfin, 3 et 4 mois, c'est court. 3 et 4 semaines, pardon, c'est court au final. Donc, ça se trouve, c'était là avant et ça a réveillé les choses plus le postpartum. Ouais. Alors, je me disais, comment... est-ce que c'était pas un burn-out professionnel? Comment tu différencies du... Alors, mon médecin m'a dit que je faisais sûrement les deux. Elle m'a dit, vous devez faire un burn-out et un postpartum en même temps. D'accord. Parce qu'elle m'a dit au niveau des hormones et tout, ça correspondait, le postpartum, c'est le premier truc auquel elle a pensé. Et vu les conditions, elle m'a dit que ça devait être aussi un burn-out professionnel qui était sous-jacent, qui est ressorti en même temps. Moi, je dis souvent qu'un burn-out, il est multifactoriel en réalité. Quand tu as des enfants et que tu travailles, c'est compliqué Sauf si au boulot, ça va super bien de A à Z et c'est seulement le moment où tu rentres chez toi, tu te sens mal. Là, tu pourrais dire oui, c'est un burn-out parental. Mais sinon, c'est souvent un mélange de tous tes domaines de vie. Hein. Et à mon, comme ça, analyse rapidos, je pense que tu voulais pas reprendre le boulot. Sauf que la vie fait que tu reprends le boulot et ton corps, il a vite dit je suis pas d'accord, moi je veux rester à la maison. Parce que comme elle te dit, 3-4 semaines, c'est pas énorme. Donc je pense qu'il y avait beaucoup d'appréhension et que tu n'étais pas du tout aligné avec la reprise de taf. Et du coup, dès que tu as repris le travail, c'était pas possible. Le corps, il s'est exprimé rapidement en disant je veux pas y retourner. Ce qui est bien. Hein. Vaut mieux que ça dure 4 semaines que 4 ans. Hein. Donc c'est même très bien. Clair. Comment tu te sentais à ce moment-là, juste au moment du craquage? Qu'est-ce que tu ressentais pour tes enfants? Je culpabilisais. Ouais. Même vis-à-vis de tout, de l'école, j'ai culpabilisé parce que je n'allais pas travailler, j'ai culpabilisé parce que j'étais pas bien, que j'arrêtais pas de pleurer et que je savais pas comment gérer mes enfants. Enfin, juste avant de craquer, ça allait. Et en fait, au moment où j'ai craqué, j'ai eu l'impression que je savais plus rien faire, que je pouvais plus rien faire. Et du coup, je culpabilisais. Oui. Mais tu ne t'es pas dit c'est de leur faute, mais tu t'es dit plutôt c'est de ma faute. Oui. Ok. Ah ouais. Eh bien, Élodie, du coup, est-ce que tu peux nous raconter à quel moment s'est passé ton burn-out et comment il a été diagnostiqué? Alors, moi, le burn-out, c'était quelques temps après ma reprise du travail. Lucas, donc mon deuxième, avait 1 an et des broutilles. Et en fait, un matin, tout simplement, je me suis écroulée au milieu de mon salon. J'étais en train de préparer mon petit-déj et je sais plus, je crois, le chat passait dans mes pieds. J'ai gueulé parce que il m'agaçait de beau matin, quoi. Et puis, en fait, j'ai regardé ce chat et je me revois encore m'écrouler physiquement au milieu du salon, me retrouver comme une crêpe, là, et à même plus arriver à me relever.
Et j'ai appelé mon conjoint qui a le T'étais sommeil consciente? très... Oui, D'accord. mon conjoint qui a le sommeil très lourd n'a pas entendu. C'est ma fille aînée qui a entendu que j'appelais et qui allait réveiller mon conjoint. Et puis, tout s'est enchaîné. Donc, ils m'ont aidé à me relever. Au début, ils ont cru malaise vagal. Et puis, en fait, j'avançais plus, quoi. J'étais complètement au ralenti. Donc, là, mon conjoint m'a dit, oula, il y a un problème, ce n'est pas toi. On va appeler le médecin. Il a prévenu mes employeurs que je n'accueillerai pas d'enfants aujourd'hui, alors que moi, je voulais aller bosser, hein. Mhm. Et puis arrivé chez le médecin m'a repris 3 fois la tension, je crois, parce qu'en fait, j'avais la tension tellement basse que le médecin se demandait encore comment j'arrivais à tenir debout. Elle m'a dit clairement que elle avait jamais vu ça, que physiquement, c'était même pas possible dans ses manuels de médecine d'être debout avec la tension aussi basse que ce que j'avais. J'ai fait un petit blackout, on va dire, de cette période-là, envie de passer à autre chose. Donc, je me souviens des grandes lignes, mais précisément non. D'accord. Et donc, le médecin, il dit, voilà, vous avez une tension basse. Comment, après, le diagnostic de burn-out parental est posé? Alors, ce médecin me connaissait plus ou moins puisque mon deuxième est un enfant atteint de RGO, donc des gros reflux qui sont liés à des intolérances alimentaires, etc. Et donc, on allait consulter très régulièrement pour son suivi. Et, en fait, elle m'a vu en fait dépérir au fil des semaines. Et, Oui. elle a vu ma régression totale. Et puis, mon conjoint était présent lors de la consultation. Donc, elle me posait des questions et elle lui posait des questions également. Et là, en quelques minutes, elle me dit, non, mais vous êtes épuisé, c'est tout, ne cherchez pas plus loin. Et là, elle a commencé à poser les mots de burn-out. D'accord. Ouais, alors un RGO, c'est hyper dur à vivre. Ton fils, j'imagine qu'il pleurait souvent et que tu n'arrivais pas à le calmer. Alors concrètement, il pleurait 23 heures sur 24. Ouais. C'est un bébé qui hurlait tout le temps, qui avait besoin d'être porté en permanence. J'en ai attrapé des tendinites aux 2 bras et aux deux épaules, quoi. À force de le porter, même si l'écharpe de portage, tout ça était de grands soutiens, mais je l'avais tout le temps dans les bras, tout le temps sur le dos. Et il faut dire qu'en plus de ça, je travaillais plus de 10 heures par jour à accueillir des enfants, d'autres enfants. Ouais. Ouais, c'est pas évident. Et donc, en fait, tu avais ton fils plus les enfants que tu gardais dans le cadre de ton activité pro. C'est ça. Ouais, Plus donc, mon ado le soir qui rentrait de l'école, faire les devoirs. Et un conjoint qui est très souvent absent. Donc, à ce moment-là, il n'était pas là. Et puis, il partait, il part, il revient, il est musicien. Donc, c'était au début de l'été. Lui, c'est une période à laquelle il n'est jamais à la maison. Il revient un jour, il repart 3. Il travaille la nuit. Et moi, je travaillais en fait, le ça jour. rejoint un peu, finalement, ça rejoint un peu l'instit au final. C'est Tu avais ça. des enfants toute la journée, toute la nuit. C'est Du ça. non-stop pour le cerveau, quoi. Tout à fait. Et puis, tu as la charge mentale qui est niveau plus parce que tu comptes que sur toi, hein, parce que cher et tendre arrive à la maison, il lance une lessive pour ses fringues parce qu'il repart le lendemain matin, qu'il faut que tout soit prêt et tout ça. Lui, que le frigo soit rempli en temps et en heure, qui est les devoirs faits de la grande, qui est le rendez-vous pédiatre et tout, il s'en occupe pas, quoi. Mais tu avais de l'aide, tu n'avais pas de la famille dans le coin, tes parents, une sœur ou quelqu'un qui pouvait t'aider?
Alors, j'ai de la famille qui habite à côté, sauf que le fait que mon deuxième soit RGO, les gens ont du mal à percevoir ce que c'est au quotidien. Donc, on me disait au début, ah oui, le pauvre. De le porter, ouais. Et après, j'ai entendu, mais pourquoi tu l'allaites encore? Mais pourquoi tu le portes? Enfin, tous les clichés de si tu le portes trop, tu n'arriveras pas à s'en défaire. Ouais, les gars, il a marché à 9 mois et demi. Je pense que ça va, quoi. Il n'y a aucun C'est lien. clair. Franchement, il n'y a Mais absolument aucun c'est lien. tellement culpabilisateur en plus de lancer ce genre de remarques, de jugement. C'est déjà que c'est pas facile, mais en plus on te dit ça te fait encore plus culpabiliser. Ouais, faut arrêter quoi. C'est pour ça aussi que je trouve que c'est important de parler de tous ces mots des bébés, les RGO, plein d'autres choses, pour que les gens sachent que c'est vraiment le bébé, il souffre énormément et si on le porte, ça diminue un tout petit peu sa souffrance parce qu'il a sa maman et le contact d'une personne aimée, mais au final, il souffre toujours. Et le côté vertical aussi, en fait, le soulager, ça limite les reflux. Et encore, dans l'histoire, on a eu la chance, c'est que de par mon expérience professionnelle, je connaissais la pathologie, donc on a pu très, très vite le traiter et le soulager un minimum avec des médicaments. Mais bon, après, il y avait d'autres choses à mettre en place qui ont été faites petit à petit. Et en attendant, je dormais 3 heures par nuit, un coup de 45 minutes. Non, mais en plus, genre, RGO, c'est le problème. Mais sinon, un bébé de base, sa tête, ça dort pas la nuit, ça pleure parce que il a faim, ça pleure parce qu'il a mal aux dents, ça pleure parce que la couche elle est pleine. Je veux dire, déjà de base, un bébé, ça nécessite de la vigilance et de la force et tout ce que tu veux. Mais en plus, RGO, ça fait beaucoup. Plus de ça, assistante maternelle avec d'autres gamins qui pleurent et tout pour le cerveau, c'est beaucoup. C'est costaud. Ouais, effectivement. J'insiste là-dessus pour vraiment, c'est un peu mathématique, quoi, que les personnes cessent finalement de culpabiliser. C'est pas qu'on est naze ou qu'on est nul ou qu'on n'a pas la force, c'est juste comment on pourrait appeler ça, c'est des contextes qui vont solliciter beaucoup d'énergie physique et mentale et cognitive et émotionnelle et tout ce que tu veux. Donc, il faut aussi reconnaître que c'est un travail difficile. Et donc, c'est normal d'être surmené, c'est normal d'avoir de la charge mentale au point de s'effondrer, c'est normal. Ça, c'est pas une raison de se dévaloriser. Ouais. Comment tu te sentais, toi, Élodie, quand tu as eu ce malaise où tu t'es effondrée et ensuite la pose du diagnostic, comment tu te sentais? En fait, sur le moment, je comprenais pas parce que moi, ça faisait des mois et des mois que j'étais en mode robot. Ça faisait des mois et des mois que clairement je n'arrivais même plus à pleurer parce qu'au début, quand avec la fatigue, avec le stress, les angoisses de ce bébé, moi j'ai mon fils qui s'est étouffé quand même avec des reflux pendant la nuit, il a fallu intervenir, faire des gestes de premier secours. Donc toute cette angoisse et tout ça, au début je pleurais. J'en parlais autour de moi et puis bon, je me levais le matin, j'étais un robot et puis j'avançais, je faisais tout ce que j'avais à faire et puis et plus encore, parce qu'il y en avait jamais assez. Et quand le médecin m'a dit ça, ouais c'est ça, bon je reprends le travail demain. Hein. Et là, le médecin m'a dit mais non, là je vous arrête au moins 15 jours. Vous rentrez, vous vous allongez dans votre chambre. Et c'était une dame, elle a regardé mon conjoint et elle a dit là, vous restez à la maison. Il a dit pas possible. Du coup, en fait, ses parents sont venus et sont restés chez nous pendant 2 semaines à s'occuper de mes enfants parce que moi j'étais au lit, je bougeais plus. Pendant 2 semaines, tu es restée au lit, tu n'arrivais pas à te lever, à faire quelconque activité qui pourrait te faire du bien. Je ne parle même pas de tâches ménagères. Mais Ah non, j'étais au lit, je dormais en fait. D'accord. Ah ouais. Je dormais, je me réveillais uniquement pour donner la tétée à mon fils puisque il était toujours allaité et
Et puis, bon, c'était aussi un moyen de le soulager, de le calmer, etc. Donc, voilà, mais c'était le seul moment où j'ouvrais les yeux. Sinon, je dormais réellement. J'ai fait une cure de sommeil, clairement. Je crois que pendant 2 jours, je me levais même plus pour juste aller, à peine aller aux toilettes, me laver vite fait, quoi. Mais j'étais en robe de chambre toute la journée. Et puis voilà, je sortais même pas de ma chambre. Ouais. C'est connu après un effondrement, tu vois, vraiment. C'est un peu ce que tu as vécu, hein. Un effondrement, la fameuse phase de rupture, là, la fameuse phase 3 du burn-out. Bah, c'est connu qu'après ça, les personnes, elles dorment et elles font que dormir vraiment, mais un sommeil profond et ça peut durer des jours et des jours. C'est une sorte de bulle par laquelle elles passent parce que les batteries, elles sont tellement vides qu'elles sont incapables de faire autre chose. Et le corps, il veut juste se reposer pour, c'est même pas se requinquer, c'est, tu vois, la fameuse barre rouge, là, de la batterie. C'est genre, elle est vide et cette bulle de sommeil, c'est juste pour avoir cette barre rouge que tu puisses par la suite prendre soin de toi correctement. Mais ouais, c'est assez connu comme étape, on va dire, de reconstruction pour le coup. Oui, exactement. Mais à ce moment-là, en fait, de toute façon, j'étais capable de rien faire de plus que de dormir au moindre bruit. Et dès que j'entendais un des enfants passer dans le couloir ou quoi que ce soit, mais ça me hérissait le poil, quoi. Je ne les supportais même plus. J'avais mon ado qui venait me faire un bisou, maman, ça va, me porter à manger, enfin, toute gentille. Et moi, je lui répondais du mieux possible, mais en gros, c'était c'est bon, casse-toi, je veux voir personne, quoi. C'était horrible. En fait, c'est l'absence de sérotonine. C'est qu'il y a une chute de sérotonine et tu n'en fabriques plus parce que tout le cortisol, en fait, il a déglingué ton intestin. Donc, il ne fabrique plus de sérotonine. Et avec l'effondrement, ça veut dire que il y en a plus. Et la sérotonine, c'est ça qui nous donne envie, c'est ça qui met du plaisir et même dans le relationnel, c'est ça qui donne, voilà, qui va te donner du sourire, l'envie de câliner, l'envie d'être gentil. Et si t'en as plus, bah t'en as plus. En fait, c'est pas que t'es méchante. Encore une fois, c'est physiologique, c'est qu'il y en a plus, et donc tu peux plus éprouver ce plaisir-là. Et alors, bah tu disais, casse-toi. Ah oui, oui, mais c'était vraiment ça. Je repoussais, mais physiquement, quoi. C'était au-delà des mots. J'étais très dure dans mes mots, mais physiquement aussi. Même mon petit, je lui donnais la tétée et il n'y avait plus le câlin post-tétée. C'était ça y est, c'est bon, allez hop, on va jouer. T'as mangé, c'est bon, allez, pars-toi. C'était trop ça. Quoi, t'as 8 mois, je m'en fous, vas-y, cours. Est-ce que tes enfants, ils en ont souffert de ça, de cette période-là? Ma fille Est-ce qu'ils aînée, t'en ont oui. reparlé? Ouais. On n'en a pas reparlé forcément parce que c'est une période qui a été vraiment compliquée pour toute la famille puisque finalement, autant j'ai été le pilier de la famille parce que tout le monde se reposait sur moi, se reposait trop sur moi. Et autant, quand je me suis effondrée, j'ai entraîné un peu tout le monde avec moi. C'est-à-dire que mon conjoint a eu extrêmement peur. Il me l'a dit à demi-mot des semaines, des mois après, mais il a eu extrêmement peur de me perdre ou que je me barre, que je lâche tout, quoi. J'avais des mots qui étaient tellement forts qu'il s'était dit c'est bon, un matin, elle va prendre la voiture, elle va partir, je ne vais plus jamais la revoir. Ouais. Et t'as eu ce genre de pensée? J'ai eu ce genre de pensée, mais en fait, je suis une maman louve, donc c'est jamais sans mes enfants. Donc partir prendre l'air, mais sans mes enfants, c'est pas possible. Mais ma fille, oui, ma fille aussi en a énormément souffert parce que du coup, elle me secondait beaucoup, puisque après que mes beaux-parents soient partis, elle a,
elle a compris que j'avais trop de choses à gérer au quotidien et que c'était trop pour moi. Donc, elle a voulu me soulager. Et puis, c'était une ado, hein, donc elle était aussi en âge de participer un petit peu aux tâches ménagères, etc. Mais je voyais que c'était trop pour elle. Donc, du coup, je culpabilisais. Du coup, elle aussi culpabilisait. Et puis, j'étais pas agréable, clairement. J'étais vraiment très désagréable avec tout le monde. J'envoyais bouler tout le monde pour un oui, pour un non. Et tu faisais la vaisselle, tu posais l'éponge à gauche et de la poser à droite. J'en faisais un drame. Ouais, je comprends. Des petites choses quoi, qui n'ont aucune importance, du coup, C'est ça. ça déclenchait des colères. Ouais, tout à fait. J'étais extrêmement colérique. Je me reconnaissais plus. Et eux non plus. Et ils en ont vraiment souffert. Pour faire simple, dans mon couple, c'était la cata. On commençait même à parler séparation. Ouais. J'étais tellement désagréable, tellement mal en fait dans ma peau que ça, je transpirais le mal-être. Donc, D'accord. Parce ça que avait des tes retombées sur beaux-parents tout. sont restés combien de temps Mes, t'aider? beaux, mes beaux-parents sont restés 2 semaines puisque ça tombait à un moment où mon conjoint devait partir vraiment, il pouvait pas revenir entre. Ouais. Donc après, au bout de ces 2 semaines, il était revenu pour t'aider au final. Donc, Voilà, au bout des 2 semaines, parti. D'accord. lui a pu revenir. Il faisait des allers-retours quand il travaillait pas très loin. Je me souviens, il y a des jours où le matin, il allait sur les répétitions de spectacle. Il revenait à la pause. Il mangeait même pas. Il repartait pour les concerts. Ouais. Vite revenir. Enfin, Ouais, c'est un sacré rythme aussi. Et, ouais. et toi, donc tu as dormi quasiment pendant 15 jours, c'est ça? La première semaine, ouais, j'ai dormi, j'ai fait que dormir. Et la deuxième semaine, j'ai réfléchi. D'accord. Et ton arrêt, au final, tu as duré combien de temps? J'ai jamais repris ce métier. Ah bah, d'accord. On va revenir sur ta partie réflexion après. On va revenir à Mylène. Je voulais juste te reposer la question de... Donc, quand tu as été diagnostiquée, tu as été en arrêt combien de temps et comment ça s'est passé vis-à-vis de ton conjoint, de tes enfants? Comment ils ont vécu les choses? Alors, j'ai pas vu mon médecin en premier, du coup, parce qu'elle ne travaillait pas le vendredi. Donc, le premier vendredi où j'ai vu un médecin, j'ai vu ça. Elles sont deux dans le cabinet, donc j'ai vu l'autre qui me voit occasionnellement et souvent quand ça va vraiment pas, parce que c'est les jours où mon médecin à moi ne travaille pas. Donc, elle m'a arrêté une semaine en me disant que, parce que moi j'étais repartie pour travailler le mardi suivant, en fait, comme j'étais en temps partiel le lundi, je m'étais dit, bon, mardi prochain, je vais travailler. Et elle m'a dit, non, non, hors de question, vu votre tension, vu que vous n'arrêtez pas de pleurer, non, non, elle me dit, vous avez besoin de vous reposer et de dormir et de vous occuper de vous. Donc, elle m'a dit, je vous donne rendez-vous avec votre médecin la semaine prochaine. Donc, c'est elle qui m'a pris le Ouais. rendez-vous avec mon médecin. Et mon médecin m'a arrêté, je crois, un mois entier jusqu'aux vacances scolaires suivantes. Et en fait, à chaque fois que j'ai retourné la voir, elle m'arrêtait de nouveau. Je suis toujours D'accord. arrêtée là actuellement. Et comment ça se passait vis-à-vis du reste de ta famille? Comment toi, tu te sentais à la maison? Est-ce que tu faisais que de dormir comme Elodie ou qu'est-ce que tu faisais en fait? Non, je tricotais. Ah oui. J'avais besoin de faire un truc, de m'occuper les mains et l'esprit. Donc, j'ai pas fait grand-chose dans la maison au début. Par contre, mes deux médecins m'avaient bien dit, vous ne gardez pas vos enfants, ils vont chez la nourrice et à l'école, vous ne les Ouais. gardez pas avec vous. Donc, j'avais interdiction de les avoir. Mais voilà, elles m'ont dit, vous vous occupez de vous, vous faites des choses qui vous font plaisir, vous allez chez coiffeur, fallait Ouais. que je m'occupe de Et moi, donc, quoi.
profité? C'était C'était plutôt agréable de ces moments-là où tu t'es occupée de toi, de ton corps? Au début, non, parce que je culpabilisais beaucoup. Tu culpabilisais vis-à-vis de quoi? D'être arrêtée, de pas réussir à ne pas m'énerver avec mes enfants. Je sais que pendant un moment, donc mon médecin m'avait conseillé de voir un psychologue, donc j'ai repris des séances avec un psychologue que j'avais vu 5-6 ans avant. Mmh. Et il y a même des moments où en fait j'ai eu l'impression d'être dans la maltraitance avec mes enfants, donc je culpabilisais encore plus. Ah oui? Quel genre de maltraitance? Je criais beaucoup, je Ouais. m'énervais très facilement. J'ai même mis des fessées. Ouais. Voilà, donc non, je sais que fin février ou mars, quand j'ai dû revoir le médecin je pensais que j'allais reprendre encore. Et en fait, dans le cabinet, donc 3 jours avant, j'avais dit au psychologue que j'avais l'impression d'être dans la maltraitance. Et 3 jours après, le médecin, je lui ai redit aussi. Bon, elle n'a pas posé de questions. Elle me dit, bon, je vous arrête de nouveau. Mmh. C'était compliqué. Ouais. Ouais, enfin après, c'est pas, vu l'état dans lequel tu étais, c'est pas de la maltraitance pour moi. Effectivement, ça fait partie des VO, des violences éducatives ordinaires, mais la maltraitance, c'est beaucoup, c'est genre les douches froides, je sais plus les noms là, les Non, coups ça, j'ai de pas fait. non, mais voilà, ça C'était va pas beaucoup plus loin, quoi. volontaire. C'est tabassé déjà. Ça, c'est vraiment, Ouais. c'est frapper. Frapper au point où le petit, il a des Mmh. bleus, il saigne. Je sais pas, moi, tu le punis, il Quand j'ai mange parlé de pas. maltraitance, je crois que j'ai mis une fessée assez forte. En fait, j'ai pas réussi à mesurer et Mmh. je crois qu'il y avait un bleu sur la fesse le lendemain. Ou alors, est-ce que c'était un bleu parce qu'il en a partout, qui tombe tout le temps dans la cour et qu'il en a plein les genoux? Est-ce qu'il est tombé sur les fesses comme des fois il me Sûrement. dit est-ce que c'est moi? Je savais pas et du coup, Parce que tu as jamais donné de fessée avant? si ça m'arrive quand ça m'arrive, Mais là, ça t'a on va marqué, dire. quoi. Là, c'était vraiment, Ouais, ouais. Oui, parce que j'ai senti que je contrôlais rien du tout. ouais. Ouais, en fait, tu as senti que le geste, il était pas très. Alors, je sais que je vais me faire taper, mais il y en a beaucoup qui vont dire je donne des fessées, c'est éducatif, c'est pédagogique. Bon, bah, chacun Mmh. fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que les personnes qui regrettent, c'est celles qui se disent non, en réalité, quand j'ai frappé là, c'était de la Oui, colère complètement. et j'avais besoin de Mmh. me défouler Mmh. et c'était ça. Quand tu arrives à conscientiser le truc. Tu réfléchis, tu dis oui. Là, vraiment, j'ai frappé parce qu'il y avait. Si c'était un sac de sable, j'aurais fait pareil. Et c'est quand les parents comprennent que ce geste-là, il était plus de la colère que dans un but pédagogique, entre guillemets. Hein, et c'est là où ils regrettent, ils culpabilisent et disent ouais, j'étais dans la maltraitance. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est cool. C'est cool que tu arrives à avoir cette Mais je suis complètement réflexion-là. là-dedans. Hein. Parce que tout le monde ne Non, l'a non, pas. c'est pas du tout Ouais, tout le pédagogique monde ou ne l'a pas. Hein. éducatif. Pour moi, c'est la colère et ça déborde et ça déborde trop. Pour te dire, bah moi, je frappe le mur Oui, mais parce que en fait, je refuse de refouler ça. Je suis trop en colère. Je vais pas te frapper toi. Combien de fois je frappe le mur et j'ai mal à mes poignets. Je préfère ça, mais c'est véridique, c'est une vérité. Je vais pas la masquer. Je vais pas. Je suis en colère. Faut que ça Il faut sorte. la faire sortir, la colère, hein, même pour les enfants. Ils ont besoin de crier, de sauter quand ils sont en colère. C'est bien de la sortir. On a eu trop tendance à masquer toutes les émotions dites négatives là, parce qu'elles dérangent, parce que socialement, c'est pas bien acceptable. La tristesse pour les garçons, la colère. Enfin voilà, toutes ces émotions, on veut pas les voir en fait. On veut voir que de la joie, du bonheur, que de la sérénité. Moi, je veux bien. Mais non, mais c'est Non, illusoire c'est quoi, la parce qu'elles vie. existent. Ça arrive, voilà, c'est la vie Bah oui, c'est pas et possible. faut les accepter. Après, il faut savoir les canaliser parce qu'effectivement, faut pas taper les autres. Peut-être qu'on peut, rediriger pour taper quelque chose qui aura moins de conséquences, quoi.
Donc, je pense que la maltraitance, c'est juste que toi, tu étais surmenée, c'est tout. Oui, je pense que... Et c'était quoi le terme que tu avais utilisé, le machin ordinaire, là? Les VO, violences éducatives ordinaires. Parce qu'aujourd'hui, Voilà, on il va y a, dire que c'était ça. ouais, c'est ça, hein, c'est typiquement ça. Mais là-dedans, tu mets plein de choses. Tu mets effectivement la fessée, tu mets la mise au coin aussi. Et tout le monde en parle parce que ça a été banni, parce que, voilà, ça a été banni. Mais à côté de ça, on n'en sait pas plus, on ne sait pas vraiment. Donc, du coup, dès qu'on fait quelque chose de mal, oh mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un truc illégal, voilà. On va me tomber dessus, enfin... Mais ouais, faut souffler un peu, relâcher, prendre du recul sur ce qu'est vraiment le geste. Et est-ce que tu as voulu faire mal à ton enfant ou est-ce que c'était dans un mouvement de colère? Donc je pense que ouais, il y a cette différence. Après, pour en venir au traitement, toutes les deux, Élodie et Mylène, vous aviez eu quelque chose, vous? Est-ce que c'était des séances de psy? Est-ce qu'il y avait un traitement médicamenteux? Alors, pour ma part, il n'y a pas eu de traitement médicamenteux, il n'y a pas eu de suivi psy derrière parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu cette phase où j'ai beaucoup dormi et après, en une petite semaine, j'ai rebondi dans mes réflexions et de suite je repartais en fait. De suite je rebondissais vers bon, ça va pas, ça il faut que ça change. Enfin, j'avais ciblé ce qu'il fallait changer dans ma vie et où était le problème parce que ça faisait des années que je faisais du développement personnel, ça faisait des années que je travaillais aussi sur moi. Donc, je connaissais aussi mes faiblesses et du coup, j'ai pu plus facilement les pointer et aller de l'avant. Donc, quand mon médecin m'a revue, parce que je devais quand même, au bout de 15 jours, y revenir, faire un bilan, etc. J'avais fait un bilan hormonal pour savoir si c'était pas la chute des hormones, etc. Et quand elle a vu que je rebondissais, elle m'a dit, bon, ben, c'est bon, tu es sur la bonne voie. S'il y a quoi que ce soit, au moindre signe, tu reviens. Mais là, c'est parti. Donc, pour ma part, il n'y a pas eu de suivi particulier derrière. Après, je me suis faite accompagner par des coachs. Je me suis faite, mais pour rebondir sur mes nouveaux projets. Oui. Et toi, Mylène? Alors moi, j'ai eu le psychologue directement parce que c'est ce qu'on m'avait conseillé. Donc, j'ai revu celui que j'avais vu il y a des années. Et au début, elle m'avait donné un anxiolytique, si je ne dis pas de bêtises, que je confonds. Et sauf qu'en fait, c'était beaucoup trop fort. Donc, je le prenais, je l'ai pris une fois, je ne l'ai pas repris derrière parce que le lendemain, j'ai eu l'impression d'être une carpette toute la journée. Et du coup, quand j'ai revu le médecin, je lui ai expliqué, elle m'a dit, bah, prenez un demi-comprimé quand ça ne va pas et prenez-le que quand vous sentez que ça déborde. Et c'est ce que j'ai essayé de faire aussi, mais pareil, le lendemain, j'avais l'impression d'être aussi écrasée, fatiguée, j'avais des migraines à cause du médicament. Donc, j'ai arrêté de le prendre et comme je n'allais pas mieux, elle a commencé à me parler d'antidépresseurs. Et donc ça devait être au mois d'avril. Et en fait, elle me l'a prescrit en me disant, par contre, attention, là, si on est parti pour le commencer là, vous ne devez pas l'arrêter. Et on est parti pour 1 an parce qu'on ne l'arrête qu'au beau jour. Donc, en gros, si vous le commencez là, on l'arrêtera que l'année prochaine, en avril, si vous allez mieux. Et ça a un peu été le déclic parce que je me suis dit que je ne voulais pas de ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai laissé sur la table de la cuisine, donc de 3 semaines. Et c'est au bout de ces 3 semaines-là, en fait, que j'ai revu mon médecin et que je lui ai dit, en fait, je ne l'ai pas pris et je ne vais pas le prendre. Parce que bizarrement, je me sentais mieux. Oui. J'ai eu l'impression... Tu saurais analyser qu'est-ce qui t'a fait te sentir mieux? Alors, je pense que j'ai eu le déclic du médicament, en fait, le fait de ne pas vouloir le prendre et une discussion avec mon conjoint aussi. D'accord. Sur mon travail et le fait que je n'avais pas envie d'y retourner, que je n'étais pas prête, que je voulais faire autre chose. Moi, je dirais c'est parce que tu t'es alignée. C'est tout. Ouais, je pense. Ouais, je pense. On a eu le côté médicament plus la discussion. En fait, mon conjoint m'a dit, écoute, si tu veux essayer autre chose, vas-y, je te soutiens.
Et ça a été aussi le début de la remontée de la pente. Ouais, c'est parce que tu sais, tout le champ de travail, c'est tout, il était sorti de ta tête. Tout le stress lié à ton activité pro, elle est partie. Vu que tu étais Oui, sereine à l'idée de ne plus y retourner, c'est ça, ça. c'est grand pas. Et quand on parle d'alignement, c'est ça. C'est pour ça que je reste persuadée que toi, tu étais en stress avant de reprendre le boulot. Et que reprendre le boulot, c'est venu confirmer que non, c'est pas possible, tu peux pas le reprendre. Donc, dès que tu t'es dit, Oui, c'est possible. c'est sûr et certain, j'y retourne pas, je fais autre chose, il y a un gros poids qui est parti. Et donc, oui, à ce Oui, moment-là, t'as pas besoin d'antidépresseurs. En plus, c'est cool parce que le médecin dont tu parles, il a bien insisté sur tout ce qui n'est pas chouette dans un antidépresseur. Du coup, toi, ça t'a plutôt ralenti et t'as oui, mis de l'énergie ailleurs. Et donc, t'as trouvé d'autres solutions. oui. Parce que ça peut être un... Et vis-à-vis de tes enfants, à partir de là, est-ce que la relation, ça s'est apaisé J'ai l'impression que c'est un peu moins tendu. Ouais. Et puis, j'essaye aussi, je sens aussi que j'expédie moins la sieste, le coucher, parce que je me retrouve pas à 19h à dire allez, hop, 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 tout le monde mange, tout le monde en pyjama, au dodo, comme ça, on est tranquille. Quoi. C'est, Tu profites plus des ouais, moments? je prends plus le temps, je reprends le plaisir de lire l'histoire du soir, ce que j'avais complètement délégué à mon conjoint pendant longtemps. Ouais. Grande dame de mon fils. Ouais, c'est chouette ça, de reprofiter de ces moments-là, des moments simples avec ses enfants. Est-ce que à un moment, tes enfants t'amenaient de la difficulté supplémentaire vis-à-vis de ton burn-out? Est-ce qu'ils étaient la cause en fait de ta fatigue en plus de tes rythmes que tu avais, des journées que tu avais en tant qu'institutrice? J'ai un aîné qui est, alors bon, le petit, il est petit, il fait son rythme de bébé, mais l'aîné, c'est un peu compliqué avec l'école et compagnie. Donc, oui, ça m'a amené au moment où, notamment, où j'ai craqué, ça a été compliqué avec l'aîné. À l'école, il y a eu des soucis avec un camarade, je me suis fait agresser par une maman. Donc, ça n'a Ah pas oui. aidé non plus. Et voilà. Donc, j'ai vu une psychologue à côté pour mon fils. Ouais, donc il verbalisait en fait ton fils, Oui, oui, oui. enfin il verbalisait, non n'importe quoi, il Oui, exprimait en oui, fait oui, son mal-être. complètement. Enfin, OK. le problème avec lui, c'était pas du tout en lien avec ce que moi je vivais, mais il se rendait bien compte que, enfin, quand on est arrivé chez sa psychologue, le premier truc qu'il lui a dit, c'est, on vient pour essayer que maman se mette moins en colère. Donc, c'est pas tout à fait comme ça que j'ai présenté la chose, mais c'est ce que lui en avait retenu. Donc, je pense qu'il a ajouté son ressenti à lui aussi. OK, donc aujourd'hui qu'est-ce que tu as comme projet vis-à-vis de ton année c'est à partir de septembre, c'est ça que Oui, tu es en oui, disponibilité? je disais au début que j'avais mon côté, j'ai une auto-entreprise de design tricot, donc je pense que je vais essayer de développer tout ça à partir de la rentrée. Et toi, du coup, Élodie, après ta semaine de réflexion où tu t'es recentrée sur toi-même, qu'est-ce que tu en as retiré de tout ça? Alors, moi, ça a été, j'ai pris mon cahier, j'ai listé. Moi, je suis une visuelle, donc, et j'aime beaucoup écrire. Donc, j'ai listé tout ce qui allait pas, tout ce qui me plaisait pas dans ma vie. Et je me suis rendu compte que j'étais une grande perfectionniste et qu'avec la fatigue, mon perfectionnisme devenait encore plus que perfectionniste. Et je devenais plus qu'exigeante avec les autres, mais surtout avec moi-même, que je m'étais oubliée dans l'histoire, parce que je passais mon temps à vouloir rendre heureux mon conjoint, mes enfants, ma famille, tout ce que j'aime. Et puis, en fait, moi, la dernière fois que j'étais allée chez le coiffeur, je crois, à l'époque, ça remontait à 2 ans et demi. Ouais. Ben oui, j'avais jamais le temps. J'avais jamais le temps. Et puis après, j'avais Ouais. pas les sous parce que je préférais offrir des trucs à mes gosses. Et puis, je faisais pas.
Et puis, du coup, j'ai changé complètement ma perception des choses. J'ai dit, là, je vais chez le coiffeur déjà, pour commencer. Et puis, j'ai dit, moi, ça faisait des années que, en parallèle de mon métier d'assistante maternelle, j'accompagnais les parents dans leur parentalité, j'accompagnais les mamans à reprendre confiance en elles. Et, euh, et en fait, c'est en discutant avec une copine que j'avais aussi aidée, qui m'a dit, mais en fait, pourquoi tu fais pas ça? Parce que tu kiffes faire ça. Les enfants au quotidien, les tiens, c'est déjà pas mal, surtout avec Lucas qui te prend beaucoup de temps. Pourquoi tu fais pas un truc qui te plaît, quoi, vraiment, et parce que j'aimais être assistante maternelle et j'aimais beaucoup le contact avec les enfants, mais c'était devenu trop contraignant par rapport à la vie que j'avais à ce moment-là. Donc, cette idée, ça faisait déjà un petit bout de temps que j'avais cette idée en tête, mais j'osais pas, je savais pas, peut-être, oui, mais toutes ces petites pensées limitantes qu'on se met, ces barrières, ces oui, mais. Et puis, à la fin de ma semaine de réflexion, je dis bon, qui ne tente rien à rien. Allez, hop, on y va. J'ai mon conjoint qui a été d'un soutien phénoménal parce que, comme je disais tout à l'heure, il a fait des choses, des allers-retours, pour me soutenir. Il a compris aussi avec mon effondrement qu'il fallait qu'il prenne plus de choses à sa charge à lui pour me décharger moi. Et on a remis tout à plat. Donc, on a fait chacun notre liste aussi et nos doléances, ce qui était possible pour l'un, pour l'autre, et on a trouvé des solutions ensemble. Et à chaque fois, on a rayé petit à petit de notre liste. Ça, c'est fait. Allez, hop, on passe à la suivante. Et on a tout remis à plat pour l'organisation familiale, pour notre couple, pour notre temps personnel à chacun et surtout ma reconversion professionnelle, encore une, donc dans mon parcours. Et depuis, je kiffe. Alors, vous avez eu ce deuxième petit garçon. Est-ce que tu as eu peur que ça revienne, toutes ces peurs, tout ce burn-out au final? Oui et non. En fait, Elio est un bébé surprise. C'est notre petit Kinder surprise, comme on l'avait appelé pendant plusieurs semaines. C'est notre rayon de soleil. C'est le bébé comme dans les livres, le bébé modèle. Il fait quasiment ses nuits. Voilà, sauf là en ce moment, il y a les dents. Il fait sa vie, il est cool, il se manifeste parce que c'est un bébé et qu'il faut changer la couche et que de temps en temps, il faut le nourrir. Mais il nous a vraiment réconciliés avec la parentalité, en fait. Et mon Voilà conjoint, ton défi facile. c'est ça, c'est ça. Hélio, ça veut dire soleil. C'est notre rayon de soleil. C'est vraiment notre conclusion positive, effectivement. Super. Et toi, Mylène, du coup, est-ce que tu as trouvé un défi facile? Moi, j'ai une étape, mais c'est avant les enfants, en fait. Moi, j'avais peur de l'accouchement. Je ne sais pas si ça rentre. Pourquoi pas? Si, tout est accepté. Non, moi, c'est les deux accouchements. À chaque fois, c'est des choses, c'est vrai, qui m'angoissaient un peu, moins la deuxième, parce que j'avais déjà connu la première, mais au final, ça s'est très, très bien passé, même mieux que ce que j'imaginais. Enfin, ouais. Super, tant mieux. Bon, écoutez, je vous remercie les filles, Élodie et Mylène, de nous avoir livré tout ce qui s'est passé autour de votre burn-out. C'est très intéressant. Je trouve ça important aussi d'en parler. Vous les filles, merci pour ce partage. Merci vraiment de nous aider aussi à faire connaître ce qu'est le burn-out parental et puis qu'on peut s'en sortir. Mylène est sur une bonne voie. Moi, ça fait j'ai un peu plus de recul
Donc, voilà, on peut y arriver, on peut s'en sortir. C'est pas une fin en soi, ça arrive. Et je dirais même qu'on en sort, alors plus forte, ça fait la phrase bidon, prête à l'emploi, mais réellement, on en sort autrement. Voilà. Vu que ça nous oblige à nous reconnecter à nous, à revoir un peu nos compétences et vraiment nos valeurs et vers quoi on veut tendre. Donc, forcément, on en sort avec un enseignement, des fois même de nouvelles compétences. Et alors, t'es pas obligé de passer par un burn-out, hein, bien évidemment, mais en tout cas, on peut se dire qu'heureusement, ce n'est pas qu'une épreuve. Il y a du positif et ça fait partie de la vie. Et du coup, résilience. On surmonte et on exploite tout ce qu'on peut et puis on avance. Et comme tu disais, c'est pas fatal, on n'en meurt pas. Très peu, en tout cas, il y a un très très petit pourcentage de crise cardiaque et compagnie, mais voilà, généralement c'est un effondrement où tu restes à la maison et tu dors. Mais il faut prendre soin de soi. Il faut pas rester dans la honte, dans la culpabilité. Il faut aller voir un professionnel de santé. Il faut prendre soin de soi. Voilà, c'est tout. En parler. Super. Merci. Merci. D'accord. Merci beaucoup les filles. Merci à vous, auditrices, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager en cette période de rentrée. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de partager dès les premiers jours votre charge mentale avec le coparent et que ce soit le plus équilibré possible. Ce sont vraiment de bonnes bases dans notre société actuelle pour éviter les burn-out parentaux. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez me laisser un petit commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir et c'est toujours aussi utile pour ma visibilité parmi tous les chouettes podcasts qui existent déjà. À très vite!